Bonjour Nicolas. Alors, bonjour Nicolas. Alors, quelle entreprise, Nicolas? Et bonjour François Thomas. Je connaissais pas Inly. Je connais pas mal de filiales d'Action Logement, mais pas celle-là. Ah oui, Nicolas, je me rappelle, c'est vous qui avez créé un petit module. Ce sera peut-être l'occasion à la fin, s'il reste un peu de temps, que vous en parliez. On attend combien de personnes du coup, Sarah, aujourd'hui? Alors, on a une quarantaine d'inscrits, 47 très exactement. On risque de perdre quelques personnes en cours de route, mais donc on a déjà une dizaine de personnes de connectées. On va attendre tout le monde. Alors, pour les derniers arrivés, si vous pouvez inscrire votre nom, prénom, entreprise dans la conversation, dans la fenêtre conversation de Teams, on puisse vous saluer. Et alors, merci Nicolas, je vois que vous avez partagé votre module d'évaluation des organisations. Donc, je vous invite à regarder si vous le souhaitez dans la fenêtre conversation de Teams, un article sur le sujet. On va attendre les 15 heures pile, on va attendre quelques minutes pour laisser à tout le monde la possibilité de se connecter. Bonjour, c'est Nicolas Brie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Si vous voulez en parler une petite minute en attendant Voilà. que tout le monde arrive, ce sera parfait. C'est un module qui fonctionne sous forme de petites questions sur son organisation innovation. Est-ce qu'on a défini la raison d'être de son programme d'innovation? Est-ce qu'on a un bon sponsor? Comment on implique les métiers, etc. Et à chaque fois, on évalue son niveau entre pas très avancé jusqu'à très avancé. Et le calculateur questionnaire vous sort ensuite une évaluation et des conseils pour améliorer sur les différentes rubriques. Changer de sponsor, mieux impliquer les métiers, affiner le processus, etc. Et j'ai travaillé là-dessus en me disant que peut-être en sortie de crise, un certain nombre d'organisations et innovations seraient challengées et que se reposer les questions de fondement de l'organisation et de l'innovation leur permettrait de répondre à ce challenge et de montrer qu'il y a une valeur ajoutée à utiliser l'innovation pour le rebond après la crise. Ok, super, merci Nicolas. Alors, je vais demander aux dernières personnes qui sont arrivées, si vous voulez bien juste inscrire votre nom, prénom, entreprise dans la conversation Teams. Et on va commencer, on va laisser les dernières personnes arriver pendant que je vous fais juste une petite intro rapide avant de laisser la parole à Alexandra. Bon, déjà, merci à tous d'être avec nous. Donc, je suis Sarah, je suis responsable Open Innovation en Village by CA à Toulouse. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas parmi vous le village, nous sommes un réseau de plus de 30 accélérateurs de business et d'innovation en France et à l'étranger, notamment au Luxembourg, puisqu'on a la représentante du Hub du Luxembourg avec nous aujourd'hui. Et d'un côté, nous accompagnons les startups dans leur développement et de l'autre, nous accompagnons les entreprises dans leur démarche de transformation et d'innovation. Que ce soit à travers la mise en relation avec des startups, bien sûr, le sourcing d'innovation, des learning expéditions dans des écosystèmes innovation, des programmes d'intrapreneuriat également, et par exemple des formations sur de nouvelles méthodes comme le design thinking. Donc un panel assez large d'accompagnement.
Et dans ce cadre-là, on a tous gagné la conviction de l'importance du partage entre pairs sur ces sujets d'innovation et de transformation. Et c'est pour ça qu'on a créé, avec le réseau et plus particulièrement avec le village de Paris, ces clubs corporate qu'on a imaginé à la fois comme des moments d'apport d'expertise sur des sujets en lien avec l'innovation et la transformation, et comme des moments de partage d'expérience et d'interaction entre entreprises qui partagent un petit peu les mêmes ambitions, les mêmes difficultés et qui ont voilà, des choses à partager à ce titre. Ce dont on va parler aujourd'hui plus précisément, c'est les outils, les bonnes pratiques, les erreurs à éviter tout au long de la mise en œuvre de sa stratégie d'innovation. Donc avec Alexandra LHM, qui est CEO de la startup BoomUp qu'on accélère au village de Toulouse, et qui propose une plateforme collaborative pour piloter l'ensemble de sa démarche d'innovation et qui vient justement de sortir un booklet à ce sujet qu'on vous partagera suite au Club Corporate. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Et du coup, avant de lui laisser la parole, puisque c'est elle qui va vous partager un petit peu tout ce qu'ils ont appris au fil de leur expérience, juste un petit rappel des règles pour ces ateliers à distance. Donc, pensez à couper vos micros. Je pense que là, c'est bon, on commence tous à avoir l'habitude. J'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Et alors, plutôt qu'un format webinar, c'est vrai que ce qu'on a voulu, c'est un format un peu plus interactif. Et du coup, on vous posera des questions auxquelles vous pourrez répondre dans la fenêtre conversation toujours. Et surtout, on vous invite vraiment à poser vos questions tout au long de la présentation et on prendra le temps à la fin de chaque étape de répondre à vos questions pour que la présentation réponde un petit peu à toutes les interrogations que vous vous posez. Et suite au Club Corporate, on vous enverra un petit mail pour collecter vos avis, bien sûr, pour vous partager les prochains Club Corporate, mais aussi pour vous diffuser le booklet qui détaille un petit peu tous les conseils, bonnes pratiques pour réussir sa stratégie d'innovation en 7 étapes clés. Et du coup, Alexandra, je te laisse la parole. Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour cette introduction. Donc du coup, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Alexandra LHM, j'ai cofondé et je dirige la startup BoomUp. Et effectivement, nous sommes au village Baïséa de Toulouse, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Déjà, merci le village, merci Sarah de m'avoir invitée pour partager notre expérience. Alors chez BoomUp, tu l'as très bien dit, donc on développe une plateforme collaborative pour piloter l'ensemble des démarches d'innovation et pour engager ses équipes. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va vous présenter. Donc il y a quelques années de ça, on est parti d'un constat très simple, que Nicolas vient de faire juste avant d'ailleurs. On est d'accord que, et puis si on est tous ici aujourd'hui réunis, on est d'accord pour dire que l'innovation est indispensable pour assurer la capacité de survie de son entreprise. On l'a vu récemment, c'est d'autant plus vrai avec la crise qu'on vit actuellement. On a besoin d'être encore plus agile, d'être encore plus adaptable, de trouver de nouveaux positionnements assez rapidement. On a vu plein d'entreprises faire des pivots récemment. Il va falloir innover vite, rapidement, pour plein de raisons, qu'on va détailler d'ailleurs dans l'étape 1 du booklet ici. Et il va falloir innover à tous les niveaux de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ça ne concerne pas juste le petit département innovation, il faut innover avec de l'innovation avec un grand I, on appelle ça comme ça chez BoomUp, donc c'est-à-dire sur les produits, sur l'amélioration continue, les RH, la transformation. En fait, c'est cette capacité à créer des choses nouvelles, rapidement, qui créent de la valeur et qui vont rencontrer un marché ou un besoin. Voilà. Donc en toute modestie, chez BoomUp, nous, on essaie d'accompagner les entreprises pour réussir ce pari, en fait, et surtout pour mettre en place des démarches de manière pérenne et pour l'ensemble des collaborateurs. Donc pour la petite histoire, nous, on a commencé justement à équiper en fait des entreprises il y a plusieurs années qui étaient plutôt des grands groupes principalement, qui avaient déjà compris l'importance de faire ça, qui avaient déjà lancé pas mal de choses en fait et qui souhaitaient vraiment une plateforme en fait pour s'outiller, comme quand on a besoin d'un outil pour gagner en performance, on venait nous voir pour ça. Puis au fil de l'eau, en fait, on s'est rendu compte que les acteurs qui venaient nous voir, c'était de plus en plus des ETI, des PME qui se mettaient à faire de ce genre de choses, qui avaient compris l'importance de ça. Et en fait, ils venaient nous voir en nous disant on a besoin d'un outil, en fait. Mais le problème, c'est que la démarche n'était pas pensée dans son ensemble avant d'avoir besoin de s'outiller pour gagner en performance. Et donc, ils avaient un peu de mal, puisque si on ne réfléchit pas à la démarche dans son ensemble, il va manquer quelques briques qui vont faire que la démarche ne sera pas forcément un succès et surtout qu'elle ne va peut-être pas perdurer. C'est là où est né beaucoup de choses sur l'innovation washing ou ce genre de choses. Donc, on s'est dit, nous,
pourquoi pas en fait les aider du début à la fin, même si on n'intervient que sur une de ces étapes, pourquoi pas les aider de manière très concrète et très opérationnelle en fait. Et donc c'est un petit peu sur la base de notre expérience, des cas pratiques qu'on a rencontrés avec nos clients et nos partenaires, qu'on a réussi à synthétiser 7 étapes clés pour réussir sa démarche. Ces 7 étapes, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Donc, on n'a pas du tout, on ne dit pas que ces étapes sont exhaustives, hein, loin de là. Mais c'est 7 étapes qu'il va falloir du moins entrevoir, gratter, réaliser pour assurer le succès de la démarche chez vous, chez vos clients ou chez des partenaires. Donc, j'ai partagé tout récemment ce sujet avec Sarah, qui m'a justement proposé d'en parler ici. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce faire. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, en fait. On va passer à la première étape des 7, celle que Nicolas a parlé, hein, justement, juste avant qu'on prenne la parole, qui est de définir et aligner vos objectifs avec la direction. La première des choses qui va être capitale, c'est de savoir pourquoi on innove, pourquoi notre raison d'être, le why un petit peu, que tout le monde connaît très bien. Et surtout, il va falloir aligner ce why avec les objectifs de la direction. Si cette étape n'est pas réalisée, en fait, ça va être compliqué, en tout cas, pour assurer le succès et pour continuer sur les 6 autres étapes. Alors là, on va faire un petit exercice. On va vous faire participer un peu, on va vous faire travailler. Alors, pourquoi selon vous, il faut innover? Pourquoi dans vos entreprises, vous innovez? Pourquoi la direction décide de mettre en place l'innovation comme valeur forte dans la boîte pour innover? Donc, je vous laisse peut-être écrire votre avis dans le chat. Je vais regarder en même temps. Du coup, si vous pouvez indiquer dans la conversation, effectivement, quel est l'objectif dans votre entreprise de la stratégie d'innovation pour voir un petit peu, vous, autour de la table, quels sont... Alors, innover pour trouver des relais de croissance et se différencier. Effectivement, c'est un objectif qu'on retrouve régulièrement dans les stratégies d'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors, François Thomas. Ouais. Différencier de la concurrence. La base de mon business pour répondre à un besoin précis. Différenciation de performance. Donc, ça se rejoint les premières propositions pour transformer la manière dont les gens travaillent. Ah, ça m'intéresse. User-centric. On commence à changer d'objectif. Stratégie de croissance. Ouais, soutenir une stratégie de croissance ou par nécessité, effectivement, quand son marché est obsolète. Créer de nouveaux besoins. État d'esprit, ça aussi, ça me plaît. On arrive là sur d'autres typologies. Assurer sa survie, ça c'est l'objectif ultime, exactement. Bon, on le ressent dans ce que vous dites, hein. Bon, il y a plus de gains directs qu'indirects, j'ai envie de vous dire. Créer un impact sociétal, environnemental, en corrélation avec le business. Je déteste de mettre le son. Merci. Ok. Donc, dans ce que vous avez proposé ici, en fait, on a deux, vous venez de le faire, hein, vous-même, vous venez de faire l'exercice, on a 2 catégories de gains dans ce que vous venez de dire. On a des gains directs, c'est-à-dire des gains qui vont impacter directement le business, par exemple, être performant par rapport à la concurrence, sortir de nouveaux produits, répondre à de nouveaux besoins, les attentes du marché. On a aussi des gains indirects. Vous avez parlé un petit peu d'acculturation, de renforcer l'engagement, l'agilité des équipes, l'attraction. Voilà, donc nous, on a réussi en fait de par tous les gens qu'on a interrogés, surtout notamment mon associé Arnaud Groff, qui est docteur en management de l'innovation. Lui, il a mené cette étude sur 600 dirigeants pendant 4 ans. Donc, il a posé systématiquement au début de ses conférences cette question aux dirigeants qui étaient dans la salle: pourquoi vous innovez? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 typologies de gains, si on pouvait les résumer, les gains directs et les gains indirects. Et dans ces gains directs et indirects, on a même segmenté ça en 4 objectifs qui reviennent systématiquement et dans lesquels on peut placer chacune de vos propositions. Donc, il y a le fait de rester connecté aux attentes du marché. Donc ça, on appelle ça des objectifs marché chez nous. Rester performant par rapport à la concurrence. Donc, c'est des objectifs organisationnels. Renforcer l'engagement et l'agilité des équipes.
Ici, on a mis ça dans la catégorie objectif ressources humaines. Et enfin, être attractif, pardon, améliorer son image de marque pour peut-être de futurs recrutements, avoir un branding qui est en corrélation avec les valeurs qu'on veut véhiculer. Pardon. Donc ça, on a appelé ça des objectifs marketing. Donc ces 4 catégories, en fait, d'objectifs, c'est important de s'en souvenir pour la suite. Je vous montrerai, ça sera aussi détaillé dans le guide. Et une fois que vous avez fait cet petit exercice qu'on vient de faire ici, vous pouvez le refaire avec vos équipes innovation, il va falloir très rapidement en fait, le faire valider par votre comité de direction. Et il va falloir convaincre les organismes de direction, le CODIR, comité, que c'est indispensable de lancer ce genre de choses. Parce que la survie de l'entreprise en dépend, et ça, il faut qu'ils en soient complètement conscients pour le bien fondé de la suite. Voilà. Une fois cette étape passée, donc l'étape 1 est passée, on est convaincu de la nécessité d'innover, hein, on va pouvoir identifier des sources d'innovation qui sont adaptées à ces objectifs. Donc, des sources d'innovation, qu'est-ce que c'est, comment on les définit? Donc, vous les connaissez, hein, de nom, on en entend beaucoup parler, c'est assez connu. On a décidé, nous, d'en définir 5 principales que l'on retrouve majoritairement, qui sont les 5 que vous voyez ici. Donc, tout ce qui est innovation pilotée, donc c'est plutôt de l'innovation qu'on va appeler top-down, donc descendante. Ça, on le fait très bien aussi dans les grandes entreprises, c'est-à-dire c'est des départements innovation qui sont dédiés, des équipes qui sont dédiées à solutionner des problèmes. C'est ces mêmes équipes qui proposent des solutions et qui les concrétisent. Donc ça, nous, chez BloomUp, on appelle ça de l'innovation pilotée. Il y a aussi tout le champ de l'innovation participative. Donc, c'est une approche beaucoup plus bottom-up. On va faire intervenir les collaborateurs pour des phases d'idéation ou même pour des phases de développement de projets qui leur plaît. Donc, tout ce champ-là, on appelle ça l'innovation participative. Il y a une troisième source qui est l'open innovation. Donc, cette fois-ci, comme son nom l'indique, hein, c'est l'innovation ouverte. Donc, on va aller chercher des sources d'innovation à l'extérieur. On va aller voir ses clients, on va aller voir ses fournisseurs, on va aller voir des écosystèmes qui existent, comme par exemple le village Baïséa. Une quatrième source pourrait être l'intrapreneuriat. Donc, un programme d'intrapreneuriat, l'idée, c'est d'engager ces équipes sur des projets qui leur portent à cœur. Et enfin, la dernière source d'innovation qu'on a identifiée, hein, nous, chez les entreprises clientes qu'on accompagne, c'est la notion de communauté, en fait. Ces sources d'innovation sont très drivées par du projet. La notion de communauté, en fait, c'est de réunir des gens par centre d'intérêt et de les faire goûter à de l'engagement. Souvent, c'est des tiers-lieux, des Fab Labs, ce genre de lieux. Par un centre d'intérêt, on va découvrir ce goût à l'engagement et on va ensuite pouvoir transformer ça pour l'entreprise. Donc, ces 5 sources d'innovation, il va falloir choisir celles qui sont corrélées, en fait, avec les objectifs que vous avez. Imaginons. Donc, nous, on a défini ça dans une matrice, pour vous simplifier un petit peu la tâche. Cette matrice, elle est beaucoup plus détaillée dans le guide, dans le livre blanc. Imaginons que vous avez des objectifs clairs de ressources humaines, des démarches d'innovation pour engager les collaborateurs. Alors, il est clair ici que vous allez devoir mettre en place de l'innovation participative, de l'entrepreneuriat ou la mise en place de communautés dans l'entreprise. Donc, on a essayé un petit peu ici de vraiment de corréler tout ça par rapport aux sources d'innovation pour vous donner les ça y est, j'arrive à me connecter. Les bonnes sources d'innovation. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez couper mon micro, s'il vous plaît? C'est bon? Super. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de savoir pourquoi je veux faire de l'innovation participative, en fait. Si vous êtes vraiment dans une démarche, souvent, par exemple, si vous êtes sur des objectifs qui sont plus marketing, de branding, pourquoi pas? Si vous êtes vraiment sur des objectifs RH, posez-vous la question, est-ce que faire de l'innovation pilotée, ça va me permettre d'atteindre ces objectifs? Chez BloomUp, on ne pense pas. Voilà, donc on a essayé de synthétiser tout ça et de le rendre visuel sous format matriciel. Donc là, l'idée, et c'est ce qu'on avait prévu avec Sarah, c'est de vous demander un petit peu, peut-être quelqu'un a envie de partager quelque chose. Est-ce que l'un de vous a mis en place l'une de ces démarches et a envie de partager la mise en place, les points positifs, les points négatifs? Il y a encore ouvert, je pense. Alors, Fred, je pense que c'est vous. Est-ce que vous voulez partager quelque chose ou c'est juste que vous avez votre micro ouvert? Alors, oui, gros bruit de fond, je crois que c'est bon, c'est réglé. Ah, c'est les aléas des réunions à distance.
mais ça va nous manquer quand ce sera terminé tout ça. Est-ce que du coup, il y en a... alors, Richard, et l'innovation de type sérendipité. Alexandra, question pour toi, en termes de sources d'innovation. Alors là, ça peut être en fait, la sérendipité, c'est la manière de trouver des choses un petit peu par le hasard. C'est-à-dire que vous cherchiez vos clés de voiture et puis en les cherchant un petit peu partout, vous tombez sur la tétine du bébé que vous avez oublié, que vous cherchiez il y a 2 ans. Donc ça, en fait, c'est une manière peut-être de sortir des nouveaux besoins, des nouvelles idées, mais ce n'est pas ce qu'on a catégorisé, nous, en tant que source d'innovation. Parce que dans chacune de ces sources-là, une des manières d'avoir des idées, ça peut être comme ça par la sérendipité, en fait. Est-ce que quelqu'un souhaite partager une expérience de mise en œuvre d'une démarche d'innovation de type intrapreneuriat, de type stratégie d'open innovation, création, animation d'une communauté? Nicolas Aubry, Oui. moi j'anime l'innovation d'Orange avec la vingtaine de pays dans lesquels on est présent en Afrique. Et on a un peu un mélange de... j'ai jamais mis le slide d'avant parce que je pouvais le commenter. Mais on a un peu un mélange d'innovation voilà, participative avec des concours d'idées, d'open innovation avec des collaborations avec des startups, d'intrapreneuriat quand les porteurs d'idées veulent aller jusqu'à l'exploration de leur idée, et de communautés avec plutôt pas des communautés internes, mais des communautés externes d'écosystèmes d'innovation. Et ce qu'on trouve comme facteur, on trouve que c'est bien de mélanger un peu tout, parce que si on fait par exemple que de l'intra, on touche que très peu de personnes, alors que si on fait du participatif, on va pouvoir toucher un beaucoup plus grand nombre de salariés. Et puis l'open innovation avec les startups, ça permet d'accélérer des développements de produits ou des tests clients en fait, en combinant les forces. L'enseignement que je voulais partager, c'est que quels que soient ces différents modes qu'on mélange un peu dans les pays, on prend toujours soin d'avoir une implication des business units assez en amont pour que les 5 ou 6 idées qu'on veut explorer, eh bien, elles soient impliquées dedans et qu'ensuite ça facilite le développement de l'idée. Effectivement, Nicolas, ces sources d'innovation, elles sont à faire dans l'idéal tout en même temps. Ce qui voudrait dire en fait que l'entreprise a décidé de faire de l'innovation pour améliorer son organisation, être concurrentielle, engager les salariés et puis améliorer son branding. Donc dans l'idéal, effectivement, il faut mener de front un petit peu toutes les sources, en sachant exactement comment les piloter. Et c'est ça qui garantira quelque part la survie de la boîte. Mais pour commencer, nous, en tout cas, on préconise aux entreprises de choisir un ou deux de ces objectifs-là pour ensuite en découler derrière des actions. Et puis, au fur et à mesure que la démarche va avancer, rajouter des armes, en fait, tout simplement. Richard, sur CDF, moi j'avais une remarque, enfin, pour moi, une des sources d'innovation principale, ce sont les clients, c'est-à-dire ce qu'ils expriment, ce qu'ils attendent, éventuellement travailler avec eux, je dirais faire des séances d'écoute clients pour intégrer leurs besoins. Donc du coup, vos 5 catégories, vous les appelez sources, mais finalement, ça me perturbe un peu, parce que pour moi, effectivement, la source, à la base, c'est quand même c'est les clients, quoi. Donc, est-ce que c'est pas plutôt, comment dire, une philosophie ou une méthode d'innovation plutôt qu'une source, vos 5 catégories? Et comment vous mettez les clients dans tout ça? Voilà. Alors, les clients, ils sont clairement dans la partie open innovation, c'est-à-dire tout ce qu'on va aller chercher à l'extérieur de son entreprise. Le wording source, c'est celui qu'on a choisi, clairement. Et après, s'il ne convient pas, je comprends entièrement. C'était juste une manière pour nous de citer 5 manières que l'entreprise va avoir pour commencer à se lancer dans des démarches d'innovation. Voilà. Donc, on a appelé ça des sources, mais effectivement, ça peut être confondu avec des sources d'idéation. Je ne sais pas si ça répond à votre question, d'ailleurs.
Oui, enfin, c'était pour avoir effectivement un échange. Parce que Open Innovation, derrière Open Innovation, on met souvent effectivement des hackathons, des coopérations avec des startups, des écosystèmes, mais on n'y met pas forcément, je dirais, les clients tels qu'on le pratique. En tout cas, c'est plutôt souvent une coopération avec des startups, quoi. Voilà. D'accord. Alors, nous, on y met d'accord, c'est du wording. Nous, on y met vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Et je pense que d'ailleurs, ce terme porte à confusion, puisqu'il y a plein de gens qui utilisent ce terme Open Innovation aussi pour d'autres, pour parler même d'innovation participative, en fait. Donc, ce terme, c'est vrai qu'il est à prendre à la légère et plutôt parler d'innovation avec l'extérieur, comme ça, on comprend beaucoup plus facilement de quoi on parle. Alors, je vais enchaîner du coup sur la troisième étape, qui est celle qu'on connaît le mieux chez BloomUp, que je ne vais pas forcément détailler ici, puisque ce n'est pas l'objet. Mais il va falloir penser à digitaliser sa démarche. Pourquoi? Pour deux raisons principales que nous, on considère comme clés. La première, ça va être d'impliquer un maximum de personnes dans la démarche. Donc, quand on va impliquer et surtout amplifier la démarche, le digital, c'est quand même une manière de le faire et de le faire à moindre coût. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, des choses qu'on a observées chez une société cliente, ce qui va être très fort, c'est d'avoir en fait un marqueur de la démarche, quelque chose qui va venir matérialiser la démarche. Donc si je mets l'innovation dans les valeurs fortes de ma boîte, l'année prochaine, l'innovation, c'est au cœur de ma stratégie, mais en fait, il faut qu'un collaborateur, il sache ce que c'est. Il faut qu'il sache où trouver de l'information, où participer à la démarche. Et donc, le digital va faciliter en fait cet accès à l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Mais vous voyez, c'est englobé dans une succession d'étapes qu'il ne faut certainement pas oublier. L'étape d'après, c'est une étape très importante aussi, construire votre roadmap. Donc, vous savez pourquoi vous innovez. Ça a été validé par la direction. Vous avez défini les 2-3 premières sources d'innovation sur lesquelles vous voulez aller. Vous avez pensé à un moyen d'amplifier le mouvement en le digitalisant. Il va falloir maintenant penser à construire sa roadmap. Donc, une roadmap, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif final à atteindre, en fait, à la fin. Je le définis. Une manière de mesurer cet objectif. Si, par exemple, votre objectif, c'était de trouver des nouveaux produits et services, une manière de l'objectiver, ça peut être le nombre total de produits que je vais sortir cette année. Voilà. Donc, un objectif global et ensuite une succession d'actions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la roadmap innovation. Un petit conseil, et ça, on le voit souvent chez nos clients, en fait, les roadmaps qui sont construits sur, à trop long terme, en fait. On a des projets, on décline sa stratégie innovation avec des étapes sur 3 à 5 ans. On conseille vraiment, nous, de se concentrer sur des choses plutôt de l'ordre de 3 à 5 mois et d'avoir une démarche et une roadmap qui est lean, itérative, agile, un petit peu comme votre démarche, en fait. Sinon, on se retrouve rapidement à avoir ce genre de situation qui apparaissent dans les entreprises. Voilà, donc vraiment construire une succession d'actions qui sont assez courtes en durée et qu'on va pouvoir analyser facilement. Par exemple, imaginons, on veut mettre en place de l'innovation participative dans l'entreprise. On a un objectif qui est clair, qui est d'embarquer 60% des effectifs d'ici la fin d'année. Alors, on va y aller de manière itérative. C'est-à-dire qu'on va prendre les 3 premiers mois, par exemple, et on va se dire, on va lister une succession d'actions qu'on veut faire, on va lister une durée, puis on va les mettre en parallèle. Par exemple, le mois 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place une boîte à idées digitale. Je vais faire des conférences d'inspiration pour commencer à lancer le mouvement dans la boîte. Je vais faire un webinaire de 30 minutes toutes les semaines pour expliquer la démarche. Sur le mois 2, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à lancer quelque chose d'un peu plus événementiel, lancer un challenge. Puis, je vais commencer à former les collaborateurs, etc., etc. L'idée, c'est quoi? C'est que je fais des choses sur des durées très courtes, donc de 1 à 2 mois. J'analyse les résultats en fonction des KPI que j'ai définis pour suivre ces actions. Et puis ensuite, j'avise, en fait. Si jamais j'ai lancé une boîte à idées digitale mais que j'ai pas assez d'idées, on va pas continuer, en fait. L'idée, c'est qu'on va lancer ensuite des choses plus événementielles, comme des challenges ou des problématiques pour lancer et pour générer beaucoup plus d'idées. Si on voit qu'à l'inverse, si on a beaucoup trop d'idées mais qu'on n'arrive pas à les concrétiser, que ça crée de la frustration, on va s'arrêter de suite d'ouvrir les vannes, en fait, et on va se concentrer sur la formation des équipes pour qu'ils puissent délivrer ces innovations, etc. Un conseil, ça qu'on donne à nos clients, c'est d'y aller de manière itérative et de ne pas trop voir assez loin. C'est un petit peu le même conseil qu'on pourrait donner à des startups d'ailleurs. C'est sur des échéances très très courtes. Donc une fois qu'on a toutes ces étapes, on va pouvoir lancer la démarche. Là, un conseil aussi qu'on a souvent et qu'on donne à nos partenaires et nos clients, c'est d'avoir une démarche la plus inclusive possible. C'est-à-dire que souvent, on se lance tête baissée et puis on ne pense pas à impliquer d'autres départements.
cette démarche, elle doit être inclusive. On doit penser, surtout si on parle de digitalisation, à inclure les DSI. On doit penser aux ressources humaines, ils doivent être vraiment intégrés dans la boucle en amont. On doit penser à la communication. Les équipes communication interne, externe, elles doivent vraiment faire partie de la démarche pour véhiculer le message, pour qu'on soit sûr qu'il soit aligné, que tout le monde comprenne ce qu'on veut faire. Une fois même, on a eu le cas où ça a été complètement oublié par l'entreprise et ça a créé même un frein dans la démarche. C'est-à-dire que les équipes communication, comme elles n'avaient pas participé en tout cas à la création de cette roadmap, elles se sentaient un petit peu exclues de la démarche et donc elles ont mis des actions en place pour contrer un petit peu les démarches du département innovation. Donc on voit que si on ne pense pas une démarche inclusive du début à la fin, on peut se retrouver avec des choses qui viennent un petit peu entraver et créer des freins à la démarche. Le dernier, c'est aussi le middle management. C'est très important, non seulement de les inclure au démarrage de la démarche, mais même après dans l'animation, en fait. Les middle managers, ils vont avoir vraiment ce rôle clé. Ils vont être un petit peu comme des relais. On parle souvent d'ambassadeurs dans les entreprises qu'on accompagne. Donc, c'est des personnes qui connaissent la démarche, qui ont envie de la promouvoir auprès de plus de collaborateurs. Mais c'est souvent ces middle managers qui jouent ce rôle quand, en tout cas, c'est un succès dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je ne vois pas le chat? Est-ce que des personnes ont des questions là, par rapport à ces 5 premières étapes? Alors, par exemple, Richard, je vois, nous avons un réseau d'ambassadeurs innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, justement, et sur leur rôle dans votre démarche? Alors, Oui, c'est la question s'adressait à moi, c'est ça, Sarah? Oui. Oui, d'accord. Donc, nous sommes, enfin, moi, je suis dans une direction commerciale qui est sur les 2 régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, avec un certain nombre de sites en région. Donc, pour piloter l'innovation, donc moi, je la pilote depuis Dijon, il nous faut des relais. Donc, les managers, certes, existent, mais il y a des personnes dont une des missions complémentaires, c'est d'être un relais innovation, à la fois pour, je dirais, porter les démarches, relayer, susciter l'innovation participative, éventuellement créer des petites des petits événements locaux, faire remonter des idées. Enfin voilà, donc c'est des relais qui sont missionnés en complément de leur activité habituelle pour faire fonctionner l'innovation. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. C'est une ressource qui va bien pour comment dire, qu'une démarche soit vraiment animée. Merci beaucoup, Richard. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce réseau d'ambassadeurs qui permettent de faire le relais et de mailler l'ensemble de l'entreprise ou pas? S'il n'y a personne, je peux vous partager, par exemple, effectivement, nous, au Crédit Agricole, puisque Village by CA, Village by Crédit Agricole, donc au Crédit Agricole de Toulouse, effectivement, ils ont une initiative similaire, donc c'est des boosters de l'innovation qui sont représentatifs de l'ensemble de l'entreprise. Alors, pour le coup, pas forcément middle management, mais tout type de niveau hiérarchique et à la fois dans le réseau, donc les chargés d'affaires, les conseillers, voilà, mais aussi au siège, donc une représentativité de l'ensemble de l'entreprise, et parfois des difficultés à embarquer derrière le middle management pour qu'il laisse à ces ambassadeurs de l'innovation le temps nécessaire pour travailler, diffuser, porter la bonne parole au sein de toute l'entreprise, animer des ateliers, puisque officiellement, ces boosters de l'innovation ont 20% de leur temps dédié à lancer la démarche innovation, faire parler et donner envie à tout le monde de s'impliquer dans la démarche innovation de l'entreprise. Mais derrière un middle management qui a toujours les mêmes objectifs à atteindre, avec toujours le même nombre de personnes. Et donc, c'est pour ça que je rejoins beaucoup ce que dit Alexandra sur l'importance d'embarquer ce middle management très tôt dans le lancement de vos stratégies d'innovation. Alors, du coup, il y avait une question d'Amélie sur est-ce que ces ambassadeurs sont incentivés et comment les garde-temps motivés sur le long terme? C'est une très, très bonne question. Alors moi, je peux vous dire pour le Crédit Agricole, puisque j'en ai été une, donc je connais bien le sujet. On n'est pas incentivé, on fait ça pour la beauté du geste et parce qu'on y croit vraiment. Par contre, on est derrière, on est privilégié sur certaines choses puisqu'on est formé sur des méthodes d'innovation, sur des méthodes de facilitation, par exemple.
L'idée, c'est de renouveler tous les 18 mois en gardant donc un réseau d'alumni, d'ambassadeurs de l'innovation qui grossit au fur et à mesure voilà, pour que tout le monde puisse se familiariser avec ces sujets et que ça puisse faire effet un petit peu boule de neige. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre, si vous avez des ambassadeurs de l'innovation, si quelqu'un veut répondre sur cette question, sur comment garder la motivation sur le long terme. C'est effectivement une vraie belle question. Sarah Netter, moi je suis responsable d'un laboratoire d'innovation à la préfecture de région en Occitanie. Et effectivement, on a mis en place aussi un réseau de référents, d'ambassadeurs de l'innovation. On couvre tout le territoire, donc on en a une cinquantaine. Après, c'est vrai que c'est difficile de maintenir, enfin c'est un vrai engagement de maintenir la motivation. On en avait 50 au début. Bon, après, on a eu un peu de perte en ligne, mais nous, on est parti du principe qu'il fallait accepter les différents niveaux d'investissement. On ne demandait pas à tous qui s'impliquent de la même manière et quelque part, là aujourd'hui, on est 15-20, mais on a gardé les plus motivés. Et je regrette pas parce que je pense pas que ce soit utile non plus de vouloir entretenir la motivation de 50 personnes coûte que coûte. Il vaut mieux en avoir 10-15, mais bien porteurs, bien motivés, plutôt que vouloir absolument maintenir 50 personnes de son réseau, alors que derrière, ça prend pas plus que ça. C'est un petit retour d'expérience. Je partage complètement ce point de vue. On a vraiment observé que, en fait, chez les entreprises clientes qu'on avait, ça tourne vraiment, en fait, ce réseau d'ambassadeurs. Au début, c'est très important pour lancer la dynamique de s'appuyer sur un cœur de 5 à 10 personnes qui vont relayer l'information, qui vont vraiment eux-mêmes embarquer 3 personnes de plus, et puis ces 3 personnes, 3 autres personnes, etc., jusqu'à arriver à un noyau dur qui est entre une vingtaine et une cinquantaine de personnes. Et ensuite, tout le reste de l'entreprise, c'est pas forcément obligé qu'ils s'impliquent avec la même ferveur, puisqu'en fait, on va venir... En fait, les ambassadeurs vont servir de coach à la démarche. C'est-à-dire que quelqu'un pourra avoir une idée, il va l'orienter vraiment vers la bonne chose à faire. Et doucement, si ce cœur vient un petit peu s'essouffler, mais il y a quand même des nouvelles personnes qui vont revenir. Donc, une fois que le mouvement est lancé, j'ai envie de dire, il s'entretient assez naturellement, mais c'est vrai que c'est pas obligatoire d'embarquer toute la boîte. Et puis, on ne pourra pas. De toute façon, il y a des gens qui doivent se concentrer encore sur une partie d'exploitation de l'entreprise. Voilà. Pas trop d'exploration non plus. Et alors, pour compléter cette réponse, je me permets de lire la réponse apportée par Nicolas, donc d'Orange, sur on peut effectivement les mettre en avant dans des prises de parole et effectivement valoriser ces ambassadeurs de l'innovation, leur donner une place particulière dans l'entreprise et créer une certification. Et effectivement, c'était l'idée aussi, quand je parlais de formation, c'est voilà, cette idée que c'est des compétences qu'on acquiert supplémentaires quand on est ambassadeur de l'innovation et que ça se valorise au sein de l'entreprise en termes de soft skills, mais aussi d'expertise plus métier. Et alors, Alexandra, une question pour toi de So. Comment les startups qui travaillent avec des grands groupes peuvent-ils être impliqués dans leur démarche d'innovation? Je pense aux séances de design thinking, mais comment gérer la confidentialité sur les projets pour les deux parties? Alors là, cette partie-là de la question, c'est peut-être un peu long, mais sur l'intégration de la start-up dans la stratégie d'innovation du grand groupe, est-ce que toi, tu as des exemples de bonnes pratiques Oui, alors nous, on est convaincus d'une chose, c'est que quand même la start-up et le grand groupe sont sur des délais qui sont vraiment pas les mêmes et des besoins et des envies qui sont pas les mêmes. Donc à partir de là, ça complexifie déjà la démarche d'entrée de jeu, ça c'est sûr. Donc nous, le meilleur moyen en tout cas qu'on a vu pour qu'une start-up travaille avec un grand groupe, c'est qu'en fait, le grand groupe utilise la start-up pour un besoin ultra précis. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire un chatbot dans telle activité, mais soit je vais chercher une source d'innovation en interne, c'est-à-dire que je demande aux équipes en interne, soit je vais chercher cette technologie ou cette compétence à l'extérieur auprès d'une start-up. Et ensuite, le meilleur moyen pour mettre en application, c'est en fait tout simplement de contractualiser avec cette start-up et d'utiliser son service, son produit pour répondre à son besoin. En fait, on est vraiment dans le cadre de l'open innovation. Je veux sortir un produit par rapport à cette catégorie, je vais chercher les technologies à l'extérieur et pourquoi pas chez une start-up. Après, ce qui est intéressant en fait aussi, en plus d'avoir ces bénéfices directs, le travail avec une start-up, il fait aussi grandir les mentalités des équipes des grands groupes.
Donc c'est assez important. Nous, on le voit, nous, en tant que start-up, on a plutôt cette position-là. Quand on vient et qu'on travaille directement avec des grands groupes ou des grosses ETI, l'idée, c'est aussi qu'on amène des nouvelles manières de travailler, même pour les équipes avec lesquelles on travaille, hein. On a une manière différente de voir les choses. On leur donne des petits conseils, ils nous donnent des petits conseils, et puis tous les deux, on grandit ensemble, en fait. Voilà, donc vraiment, pour synthétiser, l'idée, c'est vraiment d'avoir un besoin précis et puis d'aller sur un axe avec eux. On va peut-être passer du coup à l'étape 6. Allez, c'est parti. Donc, une des étapes importantes, ça va être de piloter cette démarche, parce que si on veut savoir qu'on atteint son objectif, si on veut savoir si on est dans la bonne direction, tout simplement, et si notre succès est en démarche, il va falloir en fait se mettre des indicateurs, un petit peu comme dans tous les domaines d'une entreprise. Il faut des indicateurs pour savoir si on atteint ses objectifs. C'est souvent oublié, hein, d'ailleurs, dans les départements innovation, nous on le voit beaucoup, et à tort d'ailleurs, mais on a souvent des boîtes en fait qui considèrent que l'innovation c'est à côté. C'est peut-être plus une structure de coût d'ailleurs que de gains, malheureusement. Et donc en fait, il faut leur montrer qu'en suivant une série d'indicateurs assez simples, on va pouvoir en ressortir des choses qui sont importantes pour l'entreprise. Donc, avant de vous présenter quelques indicateurs clés, hein, ou de vous donner toute une liste d'exemples, j'aurais aimé savoir, vous, est-ce que vous avez des indicateurs que vous suivez, des indicateurs assez macro, hein, qui vous permettent de connaître un petit peu la performance de vos démarches? Donc, Sarah Netter, nous, on suit basiquement un peu le nombre de personnes qui assistent à nos ateliers, formations. Voilà, c'est toujours une grosse question de savoir comment on les suit. En gros, c'est les personnes qu'on a touchées. Ça, c'est le premier niveau. D'une quelconque manière que ce soit qu'ils ont mené un projet, soit qu'ils sont venus à un atelier, à une formation, à une conférence. Et puis après, on mesure aussi la satisfaction. Et on a lancé une enquête, une fois par an, on lance une enquête pour essayer de récolter un peu plus au-delà des indicateurs quantitatifs, des retours un peu qualitatifs sur qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre structure suite à votre passage, entre guillemets, par le labo. Super. Merci Sarah. Et alors juste pendant que vous réfléchissez les uns les autres à vos indicateurs, si vous en avez, je vais lire la remarque de Nicolas parce qu'effectivement c'est pertinent. Il vaut mieux définir ces indicateurs avant de démarrer le programme et les faire agréer plutôt qu'en cours de programme. Effectivement, on définit ces indicateurs au moment de son alignement et pendant toute la phase de pilotage, on va les suivre de manière un peu précise. Aussi pour pouvoir argumenter sur la valeur qu'on amène et sur le fait, comme le disait Alexandra, qu'on n'est pas juste une structure de coûts et que parfois les bénéfices ne sont pas que financiers. Et en travaillant dans une banque, je peux en parler, c'est un vrai travail de changement de posture et de culture que de faire comprendre qu'un retour sur investissement, quand on parle d'innovation et de transformation, c'est pas simplement financier, mais il y a plein de choses en termes de communication, de rétention des talents, d'engagement des collaborateurs, de développement de nouveaux services et certains indicateurs, certaines retombées qui peuvent être très long terme, mais d'où l'importance aussi d'avoir des indicateurs très concrets et très mesurables pour pouvoir pas à pas montrer ce qu'on apporte et avoir des choses à suivre. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, du coup, veut partager sur ces indicateurs de suivi, de pilotage de sa stratégie d'innovation? Alors, Nicolas, indicateur de transformation business, donc pourcentage de projets transformés en ligne de service, rythme des retours clients obtenus en cours d'exploration, importance de l'avantage concurrentiel apporté par l'innovation sur la gamme existante. Effectivement, des choses très précises. Si tu veux, je peux commenter. Hein, oui, tout à fait. Avec plaisir. Je veux bien. J'ai mis ces indicateurs parce qu'à un moment donné, l'innovation doit se terminer en business, en fait, sinon
sa pérennité risque d'être remise en question. L'indicateur qui vient souvent tout de suite, c'est le chiffre d'affaires généré par l'innovation. Or, en fait, c'est souvent un chiffre d'affaires qui ne prend une valeur significative qu'après plusieurs années. Et on a besoin d'un indicateur qui se calcule sur l'année, en fait, pas 3 ans plus tard. Donc, le taux de transformation des projets ou des idées en ligne de service, c'est un indicateur que nous, on suit. Comme tu l'as dit au début, nous, on pense que les projets d'innovation doivent servir à rapprocher le grand groupe de ses clients au travers d'explorations agiles. Donc, combien on obtient de retours clients en cours d'exploration, c'est un indicateur qu'on suit. Et puis, souvent, on a des innovations qui apportent un plus concurrentiel sur la gamme existante. Et finalement, ne génèrent pas un chiffre d'affaires en elle-même forcément très significatif, mais apportent un avantage concurrentiel très fort. Et donc ça, on le mesure aussi, l'importance de l'avantage concurrentiel apporté. Merci beaucoup. Alexandra, je te laisse continuer. J'avais un point, Sarah. Ah oui. Allez-y. Excuse-moi, je te coupe, Alexandra. Je vous coupe. Eric Blum, donc je suis à Genève et j'ai la chance en fait d'avoir été en multinationale et en start-up israélienne. Donc j'ai eu les deux côtés. Et maintenant, je développe tout un système d'open innovation aussi pour fédérer un petit peu grands groupes, start-up, indépendants et autres sur des projets. Et mon expérience, en fait, j'ai vu, et je rejoins complètement les commentaires sur les KPI, où moi, j'ai passé beaucoup de temps toujours chez mes clients à définir les mots aussi, passer du temps à parler des mots, parce que je me suis rendu compte qu'entre cultures, bien sûr, on n'a pas les mêmes définitions des mots. Même quand on parle la même langue, moi je suis en Suisse et par rapport aux Français, par rapport même aux Canadiens ou autres, on ne parle pas des mêmes choses. Donc ça, j'ai découvert en business intelligence, c'est le secret que j'applique toujours maintenant, c'est vraiment le breakdown des mots et de passer beaucoup de temps. Alors les gens avec qui je travaillais, c'était des anciens militaires. Alors ils ont l'habitude de faire ce breakdown, mais c'est capital parce qu'on se rend compte qu'on pense tous différemment et on a tous une perception différente. Et surtout, et je rejoins le point sur l'innovation, elle se génère souvent au minimum 2 ans après les initiatives. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant toutes ces années où finalement, pour revenir au point, on doit motiver, continuer à garder les gens et autres, alors que finalement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et ceux qui savent ce que c'est l'innovation, il y a plutôt plein de mauvaises nouvelles à gérer. Donc, c'est de revenir aux définitions, passer beaucoup de temps sur ce breakdown, faire des petites tâches. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit, Alexandra, sur les tâches une après l'autre, parce que c'est vrai que ces petites avancées, elles gardent le groupe et elles rejoignent aussi les ambassadeurs. Et j'avais beaucoup travaillé aussi sur l'outcome. Ça veut dire comment les gens, qu'est-ce qu'ils font finalement l'innovation, comment ils s'en servent. Et souvent, pour rejoindre souvent des remarques qui ont été faites dans le webinaire sur l'idée vient du client. Oui, elle vient du client, oui, elle vient du user. Et il n'y a que lui qui peut vous trouver finalement, vous orienter vers une bonne idée qu'il aura envie d'utiliser. Et finalement, avec ça, on touche les ambassadeurs, on touche les users et on arrive à commencer à prévendre et surtout avoir une innovation qui correspond aux vrais besoins 6 mois, 1 an, 2 ans à l'avance. Voilà, c'est comme ça que je travaille de par toute mon expérience depuis des années sur ce sujet d'innovation et d'open innovation et de vendre de choses compliquées. Voilà. Merci Eric pour ce retour très, très précis. Merci pour vos retours. C'est exactement, en tout cas, tout ce que vous avez dit, ça rejoint nous, notre état d'esprit. Et là, je vous ai mis quelques exemples, par exemple, de KPI que l'on suit. Bien sûr, ces KPI, ça va être important de les suivre en fonction des objectifs que vous avez définis tout au départ. Hein. Si vous avez des objectifs RH très forts, il va falloir effectivement, comme vous, Sarah, vous le faites, hein, corréler ça avec peut-être des mesures qualitatives. Pour savoir un petit peu, on a vu aussi une entreprise par exemple qui mesurait le taux d'absentéisme sur plusieurs années et qui corrélait ça avec les données innovation. Donc là, c'était assez intéressant de voir ça. Donc quelques exemples ici, des choses très concrètes hein, qu'on peut suivre au quotidien. Donc le nombre d'idées totales, le nombre d'idées qui ont été proposées par la BUX, la BUY, le nombre d'idées sur telle thématique.
L'évolution de ce nombre d'idées, c'est très sympa de le mettre en place pour voir un petit peu qu'il y a une progression, c'est-à-dire que le mois 1, on avait 10 idées qui étaient proposées, puis le mois 2, on a une exponentielle qui commence à se créer, on a encore plus d'idées, une quarantaine, etc., etc. Donc il y a des nombres qui sont fixes et puis il y a des nombres qui sont évolutifs. Le nombre de projets, le nombre de participants, vous l'avez dit Sarah tout à l'heure, donc c'est important de montrer que la démarche elle prend de l'ampleur, ça fait prendre confiance en fait. Puis une fois que vous avez créé un mouvement, c'est presque ceux qui en font pas partie qui se sentent un petit peu à l'écart, donc qui ont envie de participer. Effectivement, comme l'a dit Nicolas, le taux de transformation de ces idées en projets validés ou en ligne de service, comme vous l'avez très bien dit. Un KPI que l'on voit de plus en plus apparaître aussi, c'est les délais moyens du cycle d'innovation. C'est-à-dire qu'on essaie de plus en plus d'avoir des choses qui sont de bonne qualité. Avoir des choses de bonne qualité, ça va passer par quoi? Ça va passer par encore plus de formation des équipes et des collaborateurs. Si les collaborateurs sont encore plus formés à ces méthodes, à ces outils, si on leur donne plus de billes, mais forcément la qualité de ce qu'ils vont délivrer, ce qu'ils vont donner, va être encore meilleure. Et donc, on va réussir à raccourcir un petit peu ces cycles d'innovation. Donc, tout un tas de KPI. On a vraiment un détail qui est assez complet dans le livre blanc que je vous ferai passer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ça soit corrélé avec vos objectifs initiaux et surtout, il faut que ça soit des choses assez simples à suivre. Hein. Commencez pas à faire un tableau avec une cinquantaine de KPI. Souvent, on a vu que c'était contre-productif. Il faut vraiment garder 4-5 par catégorie, par source d'innovation, plus un qui est central, celui pour connaître l'atteinte de l'objectif initial, et puis ça s'arrête là. Mais c'est très important pour pouvoir itérer et améliorer sa démarche. Et enfin, on arrive sur la dernière étape, même si on a parlé un petit peu aussi dans ce que vous avez dit, c'est la partie animation de la démarche au quotidien. Donc c'est très bien tout ce qui s'est passé avant, ces 6 étapes, on a réussi à construire quelque chose, mais en fait, le gros du travail, hein, quelque part, il va être dans l'étape 7. Et oui, cette étape 7, c'est l'animation de la démarche au quotidien. Donc animer, ça va permettre quoi? En fait, ça va permettre tout simplement d'entretenir la démarche, mais aussi de l'amplifier en faisant grossir son équipe d'ambassadeurs, par exemple, en faisant évoluer le nombre de propositions, en concrétisant toujours plus de projets, en travaillant avec encore plus de startups, vraiment sur toutes les sources d'innovation et tous les champs, on va pouvoir gagner en amplitude hein, avec cette animation. Et c'est vraiment ici qu'il faut avoir de la résilience. Vraiment beaucoup de résilience, c'est-à-dire que il va falloir que les équipes innovation se donnent à fond pour rester des coachs qui animent la démarche. Par exemple, hein, quelques idées ici d'animation qui se font souvent chez les entreprises qu'on accompagne. Beaucoup de formats webinaires qui sont vraiment plébiscités pour présenter la démarche et accompagner encore plus de personnes. Souvent, la mise en place de conférences inspirantes au fur et à mesure de l'avancée sur des sujets qui peuvent être complètement décorrélés du cœur de métier de l'entreprise. Hein. L'idée, c'est de faire ouvrir un petit peu les écoutilles aux collaborateurs. De temps en temps, on peut aussi lancer des choses qui sont plus ponctuelles et événementielles, comme des challenges. On a une problématique précise, on cherche des solutions, on mobilise les gens par rapport à ça, avec peut-être une incentive à la fin. Mais attention à ne pas prendre le chemin en sens inverse et commencer à faire des challenges en se disant qu'on fait de l'innovation. Voilà, donc c'est vraiment une méthode d'animation de la démarche dans son ensemble. Ça ne doit pas être une finalité. Faire des événements, faire des moments, par exemple, comme l'a dit une personne tout à l'heure, où on valorise, où on récompense des personnes qui s'impliquent, qui ont trouvé des nouvelles choses. De la formation aussi. La formation, c'est indispensable, on le voit souvent. Un programme d'innovation, ça s'accompagne souvent de sessions de formation en étroite collaboration avec les learning departments dans les entreprises. Donc ça, c'est quelques exemples, bien sûr. On peut imaginer tout un tas d'actions, en fait, tout simplement, pour animer sa démarche. Bien sûr, ces actions, aujourd'hui, avec ce qui se passe, il va falloir un petit peu les arranger, les faire peut-être de manière un petit peu plus digitale que ce qu'on pouvait faire avant. En trouver des nouvelles. Quand vous avez même plus d'idées peut-être d'animation, mais on peut même impliquer les collaborateurs. On peut leur demander qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place pour que vous participiez plus à la démarche innovation. On peut les faire participer. Donc voilà un petit peu pour un petit listing de quelques démarches, mais vraiment retenir de la résilience ici et vraiment du support et du coaching constant aux équipes. Avant de passer sur les questions qui nous refaisaient revenir un petit peu en arrière sur les KPI, on va terminer sur l'animation, sur ceux d'entre vous qui voudraient partager effectivement des moyens, des activités qu'ils ont mis en œuvre pour animer au quotidien. Donc les after-work, Nicolas l'a dit, effectivement,
c'est un très bon moyen. Je pense que ça marche de manière universelle. Nicolas partageait aussi une émission de radio innovation d'1h30 tous les 15 jours avec les 20 pays Orange Afrique, parce qu'effectivement, animer en plus quand on est quand on n'est pas dans un même lieu physique, mais et qu'on est sur plusieurs pays, c'est encore un challenge différent. Et heureusement qu'on a tous ces outils digitaux à notre disposition. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir un petit peu sur ces manières d'animer sa démarche? Alors, Richard, par exemple, sur les défis. Nous, on a un dispositif d'innovation participative avec un outil en fait qui est une boîte à idées numérique, mais sur laquelle on peut rebondir, faire des decks, etc. Et sur cette boîte, c'est une plateforme en fait, hein, donc d'un prestataire externe. On lance de temps en temps des défis sur des thématiques précises, c'est-à-dire que plutôt que ce soit un dépôt individuel où chacun peut venir amener des idées comme bon il le semble, sur une période donnée, on met une thématique et là on anime vraiment donc avec l'équipe com justement. On fait du teasing avant, on anime, on fait du reporting et on fait un défi, éventuellement avec récompense ou pas, mais en tout cas mise en avant des idées qui vont être, je dirais plébiscitées et qui peuvent remonter chez nous au niveau national. Donc c'est une façon d'animer, en impliquant nos ambassadeurs bien sûr. Et une fois que ces idées ont été postées, likées, et que vous avez réussi un petit peu à faire le buzz autour de ces défis, les idées deviennent quoi, par exemple? Ça dépend, puisque nous, on est un grand groupe, donc ça, en fait, on n'a pas énormément, je dirais, de marge de manœuvre pour développer des services, des offres en région. Donc ça remonte, ça passe à la moulinette nationale, c'est éventuellement accosté à des idées similaires d'autres régions. Et si on est, je dirais, dans le bon pipe, ça peut effectivement être repris par le national et faire l'objet donc d'un développement national avec la région et avec les porteurs d'idées qui l'ont émise. Merci Richard. Nicolas, peut-être sur l'émission de radio, quelques mots? Oui, alors c'est comme j'ai 20 interlocuteurs pour les 20 pays Orange, je me suis dit qu'à la fois pour qu'ils se connaissent les uns les autres et leur passer à tous des messages, c'était intéressant de les réunir à une réunion tous les 15 jours. Mais le problème dans les grands groupes, c'est que les réunions n'enchantent pas toujours les collaborateurs parce qu'ils en ont beaucoup. Donc, pour créer un peu de tension positive sur cette réunion, on l'a appelée Radio Innovation. Et on l'a créé un peu comme... Enfin, j'ai jamais fait d'émission de radio, mais je suppose qu'ils réfléchissent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on l'a créé autour d'un timing et d'intervenants très cadencés. Donc, on a souvent des intervenants internes ou externes qui viennent présenter des projets d'innovation ou des organisations d'innovation. Et ils parlent maximum pendant 20 minutes, ensuite il y a 10 minutes de questions. Et on respecte absolument les horaires, ce qui ça aussi crée une sorte d'événement interne. Et voilà. Et finalement, cette émission d'innovation, elle est devenue assez courue par les participants, qui eux-mêmes amènent des collaborateurs pour venir écouter cette acculturation innovation. Super, merci Nicolas, et bravo de réussir à animer cette communauté internationale. C'est un gros challenge. Ouais. Très très beau challenge. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière animation que vous voulez partager, soit que vous avez mis en œuvre, soit que vous aimeriez mettre en œuvre et que vous ne savez pas trop comment mettre en œuvre? Il nous reste 3 minutes. Et alors, s'il n'y a pas d'autres retours d'expérience, je vais peut-être reprendre la question de Maxime qui était pour Nicolas encore. Pourrais-tu nous donner des exemples spécifiques sur tes 3 KPI? Donc, les fameux pourcentages de projets transformés en ligne de service, rythme des retours clients obtenus, importance de l'avantage concurrentiel apporté par l'innovation sur la gamme existante. Et Maxime, n'hésite pas à compléter si jamais il y a besoin. Juste pour... vous m'entendez bien? Oui. Ouais, pour un truc. Du coup, ce serait vraiment pour, alors pas prendre un exemple de projet sensible, ça ne pourrait pas être autorité, mais juste pour comprendre sur des projets que tu as pu piloter,
ça donnait concrètement, quoi? Ah ben, il n'y a pas de gros secret, hein. Moi, j'ai piloté, avant de m'occuper de l'innovation pour Orange Afrique, j'ai piloté et créé pendant 3 ans le programme Intrapreneur d'Orange. Et on avait un KPI qu'on n'avait pas fixé au départ et qu'on a fixé en cours de programme, donc typiquement ce qu'il ne faut pas faire, de transformation des projets intrapreneurs de 2/3 en ligne de produit-service. Donc, il y en avait 2/3 qui réussissaient à atterrir dans une entité métier qui aidait à la commercialisation du produit-service. Donc, ça voulait dire concrètement que c'était utilisé, enfin, tu avais une sorte de track record où tu disais le projet X, il a été utilisé par l'entité A, B, C, D, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas très dur, hein, parce que un programme intrapreneur, c'était une demi-douzaine de projets incubés par an. Donc, Ouais, à la fin de l'année, savoir quel BU adoptait le produit et parfois l'intrapreneur, c'est pas très compliqué. D'accord. Juste pour qu'on le présente, du coup, moi je suis chez Fix Construction et je commence à mettre ça en place cette année et ça paraît tout con, mais ça marche très bien. Ok. Bah, si tu es plus intéressé par l'entrepreneuriat, j'ai écrit un livre dessus, hein, qui s'appelle La fabrique des entrepreneurs. Donc, on peut se connecter sur LinkedIn et en parler. Okay, L'autre indicateur, je le trouve vraiment intéressant. C'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs, et ça fait écho à la présentation qui vient d'être faite, sur les retours clients, les tests clients qui sont effectués par les projets en exploration. On n'entend pas bien ce que tu dis avec ton micro. Hein. Je disais, concrètement, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire rythme des retours clients obtenus en cours d'exploration. Je comprends que tu ne comprennes pas bien. C'est parce que c'est une traduction de l'anglais. Mais grosso modo, dans la méthode de Lean Startup et dans la méthode agile avec les sprints en numérique, toutes les 3 semaines, on doit aller confronter une évolution de son produit, prototype, maquette auprès d'un client. Et donc, une fois par mois, on doit ramener des insights ou des retours clients. Et donc, on a cet indicateur-là sur les projets en exploration. On l'a toujours d'ailleurs. Et en termes d'outils, pardon de te couper, c'est quoi? C'est un tableau dans lequel il met des lignes avec chaque client et par colonne, retour 1, 2, 3, 4, 5 avec des dates. Moins précis que ça, c'est simplement dire sur tel produit, on a fait une évolution de fonctionnalité. On a rajouté telle feature sur l'application mobile ou sur l'interface web. Et on a réussi à recueillir des retours de clients suite à la mise en place de cette fonction. Donc, on a organisé un test client avec ça, que ce soit en B2B ou que ce soit en B2C. Et pour nous, l'indicateur qu'on suivait, c'est effectivement si à peu près tous les mois, le projet avait quelque chose de nouveau à dire, non pas sur son produit, alors parce que ça, on a plein de choses à dire sur leur produit, mais sur ce que pensent les clients de l'utilisation du produit. Okay. Donc, l'indicateur, c'était 1 par mois, en fait, avec un retour substantiel, quoi. Super. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vous propose peut-être de laisser Alexandra conclure puisqu'il est 16h01 et que j'imagine que vos agendas sont bien chargés. Donc, Alexandra, peut-être le mot de la fin et moi, j'en profite pour vous dire merci à tous pour la qualité de ces échanges. Merci à tous pour ces échanges. Je voulais juste synthétiser par rapport à ces 7 étapes. Nous, c'est vraiment une recette qu'on met en place systématiquement en fait, hein, chez les clients et qui fonctionne vraiment très bien. Après, bien sûr, il y a des variantes, mais c'est les clés principales en tout cas pour aller sur la route du succès. Donc, la première étape, c'est vraiment de définir pourquoi on veut innover et d'être OK, de savoir que la direction va dans ce sens pour qu'elle puisse aussi débloquer peut-être des choses pour les middle managers. Donc, l'idée, c'est de définir ses objectifs. Une fois qu'on sait pourquoi on veut innover, on va trouver des leviers, donc des sources d'innovation pour ce faire. On va les mettre en place. On va aussi pouvoir les digitaliser pour en parler à plus de monde.
ou les digitaliser pour les structurer et créer des process. Hein. Par exemple, Nicolas, tu viens de parler d'un process. On va ensuite pouvoir construire sa roadmap. Donc, une roadmap, c'est quoi? C'est des actions clés sur pas trop de durée, sur 3 à 5 mois, avec des KPI qui sont fixés à la fois pour pouvoir aviser et arranger tout ça au fil de l'eau. Donc, on construit le chemin un petit peu en avançant, même si on sait où on va tout en haut de la montagne. Puis, il faut lancer sa démarche. Il faut la lancer toujours en pensant à avoir une démarche inclusive, la plus inclusive possible, en pensant au maximum de départements pour ne pas avoir des bâtons dans les roues au fur et à mesure de l'avancée et pouvoir impliquer facilement plus de monde. Et enfin, tout ce que l'on fait, il faut le piloter. Si on ne peut pas mesurer ce qu'on fait, on part du principe qu'on ne le fait pas. Et en plus de ça, mettre en place des indicateurs et surtout les partager avec les collaborateurs, ça peut être un très bon moyen de les guider aussi dans ce qu'ils ont à faire. Et enfin animer, et quand on anime, faire preuve de beaucoup de résilience et de créativité pour entretenir la machine. Et puis voilà, normalement avec ces 7 étapes, on commence à toucher du doigt quelque chose qui est assez bien pour assurer le développement de son entreprise. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était assez concret et opérationnel, c'est vraiment ce qu'on voulait avec Sarah. Pour pas trop partir dans des théories. On va vous faire passer le booklet. De toute façon, dans le booklet, il y a vraiment ces 7 étapes qui sont détaillées, avec des exemples concrets à chaque fois. Et puis, si vous voulez me reposer des questions ou reposer des questions aux autres participants pour du partage d'expérience, il n'y a pas de souci, on pourra parler de tout ce qu'on a mis en place chez les uns et les autres. Voilà, donc merci à tous. Merci beaucoup. Et je voudrais juste conclure en disant que ce qu'il y a dans ce booklet, et Alexandra l'a dit au début, c'est des ingrédients pour vous faciliter la vie. Mais la recette miracle n'existe pas quand on parle de stratégie d'innovation et de transformation. Et ça dépend vraiment de chaque entreprise, des moyens à disposition, des objectifs qu'on se fixe, d'où on part, où on veut arriver. Donc voilà, des ingrédients pour vous faciliter tout ça, mais pas de recette miracle. Merci à tous en tout cas pour ces partages d'expérience et moi je vous invite vraiment à continuer à partager entre pairs sur les difficultés que vous rencontrez, sur les réussites que vous avez, puisque au final c'est ça qui permet le plus d'avancer, puisque vous le voyez là quand on en discute, on se pose tous les mêmes questions et on rencontre les mêmes réalités. Merci à tous et donc je vous envoie le booklet, je mets Alexandra copie, comme ça si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et voilà, je vous invite à vous connecter sur LinkedIn les uns les autres pour pouvoir continuer tous ces échanges. Merci. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Merci Nicolas. Bon courage à tous. Merci à tous pour ces partages d'expérience. C'est vraiment tout l'intérêt de ces clubs corporate qu'on a voulu lancer. Au revoir. Et alors, Renaud, vous êtes là ?